BFM Business, BFM Crypto, le club. Pauline Armandet vient de nous rejoindre, notre spécialiste crypto sur BFM Business et la newsletter, bien sûr, chaque lundi à 18h, newsletter gratuite. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Bienvenue. John Carp vient également de nous rejoindre et d'enjamber les embouteillages parisiens. Bonjour John. Bonjour Guillaume. Enjamber, bon je sais pas, vous avez... On a surnagé, on a fait de la brasse. Le président de la NFT Factory, régulièrement de nos côtés, John Carp. Les NFT sur Solana, d'ailleurs, vont-ils se remettre de la crise? On va vous demander votre point de vue là-dessus dans un instant. Puis Vincent Bois aussi nous accompagne. Bonjour Vincent. Bonjour. Depuis IG en direct, quel potentiel sur les cryptos? Vincent, c'est la question. On va regarder le cours du Bitcoin en direct. On est toujours autour des 17 022 $ en ce moment. Oui, en effet, depuis plusieurs semaines maintenant, depuis un peu avant le début du mois, le Bitcoin ne bouge pas beaucoup. On reste dans ce range encore plus restreint. Avant une semaine, que ce soit pour les marchés traditionnels ou le marché des cryptos, certaines informations qui pourraient amener à une volatilité sur ces deux types de marchés, et donc des marchés ou un cours actuellement du Bitcoin qui reflète cet attentisme. Donc, pour le moment, au niveau des prix, il faudrait repasser au-delà des 17 100 $. On n'y est pas très loin pour aller tenter peut-être le dépassement de cette résistance importante, 17 600 $ que l'on surveille depuis son dépassement il y a bientôt maintenant un mois. Donc, tant qu'on est sous ce niveau, le scénario reste le même, toujours un scénario baissier, d'aller casser à nouveau ce plus bas annuel et d'aller chercher ces 12 500, 14 000 $. Donc, actuellement, on attend une confirmation au-delà des 17 500 ou alors, à la baisse, justement, aller casser les 16 700 pour aller continuer justement ce scénario baissier. Et sur les terres, pour ceux qui nous suivent, qui nous regardent, alors on rappelle, ces seuils techniques ne constituent absolument nullement des conseils d'investissement et il faut choisir de placer en crypto que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Ça, on le répète à chaque fois. On évoquait le Bitcoin à l'instant. Quels sont cette fois les seuils techniques sur les terres pour la suite, Vincent? Alors l'Ether, un même type d'évolution justement, on attend une décision de la part des investisseurs, pour ma part plutôt baissière, toujours avant un potentiel rebond important. Pour le moment, cette hésitation, on va surveiller les niveaux 1310 $ qui a mis en échec à plusieurs reprises depuis début décembre la progression sur l'Ether. Au-delà des 1300, c'est ce seuil des 1420 $ qu'on surveille, l'ancien plus haut historique du bull run de 2017-2018. Et à la baisse, plutôt privilégié toujours, à mon sens, sous les 1220, 1240 pour aller chercher à nouveau ce plus bas annuel, de novembre, 1000 $, 1050 $, et puis aller chercher l'objectif que l'on a fixé déjà depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, d'aller chercher les 700, 800 $. Donc, toujours un risque baissier, et tant que nous sommes sous les 1420 $, ce risque reste à la baisse, avant peut-être un potentiel aussi. Merci beaucoup. Vincent Bois avec nous, donc depuis IG en direct avec nous. Pauline Armandet nous accompagne. Donc la newsletter tout à l'heure à 18h, comme chaque lundi. C'est ça, à 18h. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors c'est dingue quand même, parce que le feuilleton FTX se poursuit et l'ancien patron de FTX, Sam Bankman-Fried, il n'est pas en prison du tout. Il va même s'exprimer, Sam Bankman-Fried, SBF. Le gros méchant loup, il va s'exprimer devant le Congrès américain. Ce sera demain, Pauline. C'est ça. Il a finalement accepté de parler. Alors jusqu'à présent, il parlait plutôt dans les médias. Et là, il a dit « Ok, je suis d'accord de m'entretenir et donc de témoigner devant les sénateurs américains. » En fait, déjà le titre de l'audience, il est assez significatif. C'est « Crypto Crash, pourquoi la bulle FTX a éclaté ?» Notamment, les sénateurs américains cherchent à comprendre. Selon eux, il y a des questions qui sont importantes et qui sont à ce jour encore sans réponse sur la façon dont les fonds des clients ont été détournés, sur comment les clients ont été empêchés de retirer leur propre argent ou encore sur comment donc SBF a orchestré la gestion de ces fonds. Alors du coup, Samuel Bankman-Fried a déclaré qu'il n'avait toujours pas accès à la plupart de ces données, qui sont à la fois professionnelles et personnelles, et qu'il y aura donc une limite à ce qu'il pourra dire. Je ne serai pas aussi utile que je le voudrais, a déclaré donc l'ancien patron de FTX, mais il promet quand même, d'apporter un certain éclairage sur 4 points. Donc à la fois sur la solvabilité de la filiale américaine de FTX, FTX US, sur les dispositifs qui pourraient rapporter de la valeur aux utilisateurs à l'échelle internationale.
sur ce qui a conduit à l'effondrement de sa société, évidemment c'est important, ou encore sur ses propres défauts. Il va s'exprimer sur ses propres défauts personnels. Oui, parce qu'en fait, il l'admet, je me considérais comme un patron modèle qui ne deviendrait pas paresseux ou déconnecté. Donc voilà, il nous parlera aussi perso et de ses propres défauts. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que juste avant le témoignage de Samuel, on aura le témoignage du nouveau et actuel patron de FTX, John Ray III. Voilà, demain, donc audition devant le Congrès, SBF va s'exprimer. Son témoignage sera suivi d'autant plus près que les procureurs américains ont lancé quand même plusieurs enquêtes à son encontre, et heureusement, Pauline. Et deux spécifiquement, déjà une première enquête pour savoir, et ça c'est aussi assez impressionnant, savoir si SBF est notamment impliqué dans l'effondrement de l'écosystème Terra Luna. On en avait beaucoup parlé en mai dernier, puisque ça avait créé le premier crypto-crack significatif de l'année 2022. Et les procureurs américains se demandent si SBF a pu manipuler, entre autres, la crypto-monnaie Luna et le stablecoin UST qui était lié à l'écosystème Terra Luna. Et puis deuxième enquête en cours des procureurs américains, c'est celle de savoir si FTX a enfreint la loi en transférant des fonds à Alameda Research. Donc plus précisément, si des centaines de millions de dollars ont été transférés de manière inappropriée aux Bahamas. Et ça, au moment en fait où FTX s'est placé sous le régime des faillites, on le rappelle, c'était le vendredi 11 novembre dernier. Donc voilà, il y a enquête aussi à ce sujet. Et puis pendant ce temps, évidemment, SBF qui martèle qu'il n'a commis aucune fraude et qu'il est désolé pour ses utilisateurs. Donc, oui. Bon, on va continuer d'en parler. On parlera aussi crypto et foot, le mondial de foot, dans quelques minutes, parce que certains tokens proposaient aux amateurs de foot de s'engager, et ces tokens n'ont pas toujours réussi, et vous allez nous l'expliquer tout à l'heure. Donc les cryptos et le foot à travers ce mondial à suivre dans quelques minutes. John, auparavant, il y a une communauté qui souffre particulièrement de la chute de FTX, c'est la communauté et l'infrastructure Solana. Il y avait d'ailleurs un certain nombre de NFT engagé sur Solana, baisse de 95%, même plus que 95% du token depuis son plus haut, c'est assez incroyable. Comment est-ce qu'on établit ce lien entre la chute de FTX et celle en cours de Solana? D'où vient ce lien et d'où vient la crise de confiance sur Solana? Pardon. En fait, alors faut comprendre une chose, c'est que l'écosystème de NFT, dans le monde des NFT, il n'y a pas énormément de grosses communautés en termes de blockchain. La plus connue, la plus répandue, c'est Ethereum. Il y a un petit peu quelques NFT qui ont vécu sur Bitcoin. Il y a l'écosystème Tezos, il y a l'écosystème Solana. Il y en a quelques autres qui sont plus mineurs, mais on a, voilà, on va dire, 3 grands écosystèmes qui sont Ethereum, Solana, Tezos. Et donc, Solana, c'était vraiment un acteur assez important sur lequel il y a un grand nombre, il y a un grand nombre de collections qui ont existé avec certains niveaux de qualité. Il faut savoir une chose. Tout de suite, pourquoi l'écosystème est impacté? C'est vrai que le sol, donc ce token-là, si justement on vient de voir l'Ethereum, le Bitcoin par exemple, finalement, n'ont pas énormément chuté depuis FTX. Oui, depuis FTX. Ils avaient déjà intégré une baisse, mais finalement, ils n'ont pas réatteint leur plus bas annuel. Alors qu'un scandale comme FTX, bon, c'était quelque chose d'assez important. Par contre, Sol, la valeur s'est divisée par 3 depuis le mois dernier. Donc là, il y a vraiment quelque chose ça fait très mal. Pour plusieurs raisons. La principale, c'est justement que SBF a été à la fois un des principaux, voire le principal défenseur, évangéliste de l'écosystème Solana. Alameda Research, qui était un des principaux fonds en fait d'investissement, qui avait justement investi dans l'écosystème Sol. Et donc, en fait, il y avait un lien, on va dire carrément, quasiment de père-mère, on va dire filaire justement, entre l'écosystème, entre FTX et l'écosystème Solana. Oui. Et donc, en effet, le cours s'est complètement effondré. Plus de 95% de repli pour Solana depuis ses plus hauts. Le sol, comme on l'appelle, le sol se dérobe, en l'occurrence sous les pieds des investisseurs. Comme certains disent, il devient claqué au sol pour parler jeunes. Mais du coup... Et le problème, c'est pour la communauté NFT et pour les amateurs d'NFT, dont vous êtes d'ailleurs, John, c'est qu'un certain nombre de NFT s'étaient développés et allaient se développer sur Solana. En fait, c'était assez développé. Au départ, en fait, historiquement, quand on a commencé à voir les NFT sur Solana,
c'était un peu une blague. On parlait de shitcoin, de NFT un peu bas de gamme, de copies de grandes collections, de profile picture, de faux singes, de faux punk, de choses comme ça. Donc un peu des petits titres spéculatifs sur lesquels il se passait pas mal de choses, mais il y avait des volumes, mais finalement il n'y avait pas vraiment quelque chose de très qualitatif. Ce qui a changé depuis à peu près 1 an, avec vraiment l'émergence de plusieurs grandes collections qui sont devenues assez fortes, et puis l'émergence de plusieurs écosystèmes, notamment dans l'univers du gaming, on s'est rendu compte qu'il y avait des vrais avantages à utiliser cette blockchain, et donc il y a des vrais projets qui se sont développés et qui étaient vraiment suivis par des centaines de milliers de personnes. Au niveau des collections, il y en avait certaines qui étaient assez connues. Enfin, il y avait un jeu qui s'appelle Star Atlas, par exemple, qui est une sorte de jeu un peu un jeu d'exploration à la Star Trek, avec des bandes annonces visuelles extrêmement impressionnantes. C'est un jeu qui doit sortir en début d'année prochaine, qui est extrêmement attendu. Il y a un autre jeu qui s'appelle Aurori, qui est aussi extrêmement suivi et avec une communauté extrêmement engagée. Il y avait le fameux, je ne sais pas si vous avez suivi le Walk to Earn Stephen. Vous savez, donc c'était une application mobile qui permettait de marcher et de gagner des tokens là-dessus, et donc qui a eu un énorme succès. Ah oui, plus je marchais, plus je gagnais des tokens. Voilà, plus c'est on bon marchait. pour la santé et pour le portefeuille, quoi. Alors pour le portefeuille, il faut faire très attention, parce que pour le coup, il y a une tokenomics qui pourrait être, on va dire, qui peut faire très mal, et pour le coup, le cours s'est complètement effondré. Donc voilà. Mais en tout cas, il y a eu un gros succès à un moment donné sur cette mécanique-là et leur application qui avait des millions d'utilisateurs. Et du coup, on peut même dire que Solana, jusqu'à la chute de FTX, Solana était carrément sur le point de concurrencer Ethereum pour l'univers NFT. En fait, ce qui s'est passé l'été dernier, on a assisté au Solana Summer. Ça veut dire que le monde des NFT était plutôt stable, plutôt baissier stable, on va dire. Et par contre, dans l'écosystème Solana, on a eu des volumes extrêmement forts, on a eu des collections qui ont explosé, jusqu'à atteindre en effet, jusqu'à pratiquement 30% des volumes sur Ethereum, ce qui était vraiment énorme. Et juste avant justement le scandale FTX, la semaine avant, il y avait eu justement le grand événement annuel qui se passe tous les ans à Lisbonne au Portugal, qui s'appelle le Solana Breakpoint, où toute la communauté Solana s'était réunie avec énormément d'annonces, énormément d'innovations, et on voyait des grands acteurs qui commençaient à devenir le monde Ethereum, qui était un peu le haut de gamme, on va dire, qui s'intéressait sérieusement, qui commençait à acheter certaines collections Solana, par exemple les D-Gods, qui est une collection très connue, qui valait quelque chose comme 60 000 € pièce à un moment donné. Donc une collection de profile picture qui ressemble à des sortes à des humanoïdes un peu qui sont censés être des dieux, et qui était une sorte de club avec beaucoup d'avantages. On parlait un peu du Bored Ape version Solana, avec beaucoup d'avantages derrière ça. Il y avait une place de marché qui s'appelait Magic Eden, qui s'appelle toujours Magic Eden, qui est un peu l'équivalent d'OpenSea. Donc OpenSea, c'est la plus grande place de marché pour acheter et vendre des NFT à la base sur Ethereum. Et donc Magic Eden était spécialisée sur la même chose, mais dans l'écosystème Solana. Et elle commençait à concurrencer OpenSea. Elle a commencé à permettre à des gens de payer en Ether pour acheter des NFT Solana. Enfin, on voyait qu'ils attaquaient, qu'ils étaient très agressifs, qu'il y avait des jougs verbales entre OpenSea et Magic Eden. Donc on voyait qu'il y avait les dents longues qui commençaient à pousser, et qu'il y avait une sorte ils étaient gonflés et prêt à attaquer l'année prochaine en disant on va tout casser. Donc c'est vrai que ça fait un peu mal. Bon, et tout ça c'est fini. Alors avec la chute de FTX, Solana qui s'est cassé la figure de 95%, vous nous parliez d'un temps qui ne reviendra plus. Enfin, comment est-ce que vous voyez l'avenir pour Solana et pour ces NFT, ces projets qui étaient... C'est vrai que ces projets, là en ce moment, c'est un peu la bérésina, hein, clairement. Et on voit bien que pour l'instant tout le monde a très mal. Le projet Star Atlas dont je vous parlais, ce jeu de science-fiction, ils avaient, je crois, pratiquement 80% de leur liquidité sur FTX. Donc ils avaient 3 ou 4 ans de liquidité à venir pour leur start-up. Ils n'ont plus que 3 ou 4 mois. Donc là, il y a un problème. Et donc forcément, est-ce que le jeu va mourir ou pas? Peut-être qu'il va revivre sous d'autres formes. Mais en tout cas, ça pose de graves problèmes. Les projets dont je parlais, D-Gods par exemple, il a perdu 70% de sa valeur. Il était à pratiquement 3 000 $ à un moment donné, ce qui était extrêmement faible. Donc tous ces projets ont vraiment perdu. Et du coup, chacun s'adapte. Et on sent que, par exemple, les gros projets sont en train de quitter l'écosystème Solana. Par exemple, le projet D-Gods a annoncé qu'ils allaient migrer leur NFT de Solana à Ethereum
pour préserver, on va dire, les intérêts de leurs propriétaires. La plateforme Magic Eden, en effet, pareil, avait fait un pivot et maintenant traite des NFT sur Ethereum pour un petit peu ne pas dépendre en tout cas que de l'écosystème Solana. Donc en tout cas, ça fait très très mal. C'est vrai que là, il y a beaucoup de gens qui annoncent un petit peu l'écosystème Solana comme un petit peu en mort clinique. D'un autre côté, un astre mort. Voilà, c'est un petit peu Mais d'un autre côté, donc tous les indicateurs sont rouges. Ils ont quelque chose que très peu d'autres écosystèmes NFT ont, c'est une communauté. Et ça veut dire que malgré tout, c'est ce qu'il y a de plus difficile à créer. Et donc cette communauté, on peut supposer, enfin d'un côté ils ont une communauté, de l'autre côté ils ont quand même une vraie innovation à la base qui a fait que les gens sont venus dessus. Donc au-delà des valeurs et des cours, s'ils arrivent à faire le dos rond et s'ils arrivent à passer cette période, rien n'est joué et donc c'est possible que de nouvelles choses naissent de cette communauté. Donc aujourd'hui les indicateurs sont au rouge, mais je les enterrerai pas tout de suite. D'accord. Bon, c'est pas encore fini complètement Solana donc. Non, c'est pas fini. Phoenix peut-être alors. Je pense que voilà, on peut s'attendre à quelque chose comme ça. D'accord. La NFT Factory, vous l'avez lancée il y a quelques semaines, c'est au cœur de Paris. Oui, on l'a lancé il y a 2 mois maintenant, exactement. Bon, dans un contexte évidemment très compliqué, l'hiver crypto, voilà. On imagine que si on était en plein boom des cryptos, le contexte serait beaucoup plus facile aussi pour lancer ce type d'infrastructure. La NFT Factory, donc on est en plein cœur de Paris pour les fans de NFT, pour ceux qui veulent découvrir surtout une forme de pépinière à projet de NFT. Comment est-ce que vous sentez la dynamique au-delà de Solana, vraiment pour le marché des NFT, en parlant aussi des projets sur Ethereum, etc. etc. En fait, alors la NFT Factory, honnêtement, on a de la chance. On est dans un espace physique. Pour l'instant, on met beaucoup en avant l'art. Et ça parle à tout le monde, marché crypto fort ou marché crypto faible. Donc on a énormément de trafic en fait dans cet espace qui est en face de Beaubourg et donc pas mal d'intérêt. On a des expositions en fait qui ont lieu, qui sont renouvelées pour l'instant toutes les 2 semaines et on a pas mal d'intérêt à la fois des côtés des artistes, côté des personnes qui justement sont intéressées pour acquérir de l'art ou pour justement visiter. Donc là-dessus en fait on n'est pas, enfin, à la limite, c'est peut-être même mieux qu'on se lance à ce moment-là, parce qu'on est plutôt dans une phase encore de test, d'expérimentation, et comme on dit dans cet univers, c'est bien de construire quand le marché est en bear market. Ça permet de réfléchir à ce qu'on fait, de construire les briques étape par étape. Si on avait été encore dans un marché complètement fou, on aurait peut-être été tenté de vendre tout et n'importe quoi sans réfléchir. Là, en effet, ça nous permet de construire tranquillement sans être dans une euphorie totale. Donc là-dessus, pas de souci. Sur la NFT, c'est un peu pareil. Le choc, on va dire, FTX a relativement moins impacté malgré tout les personnes qui étaient, on va dire, NFT maximalistes. Ça veut dire que finalement, des personnes comme moi d'ailleurs, qui sont plus sur les NFT que même sur les cryptos, déjà, par nature, nos fonds, quand on est dans la NFT, peuvent pas être sur un exchange comme sur FTX ou sur Binance ou sur autre chose. Et donc, ils vont être tout le temps en sécurité sur un wallet qui nous appartient vraiment, qui est un des principes crypto. On ne peut pas gérer de NFT si on n'a pas son argent sur un MetaMask ou mieux sur un Ledger. Donc déjà, c'est un impact un peu moins important. Et puis au-delà de ça, comme je l'avais un peu dit déjà, on sent un début de décorrélation entre les cryptos et les NFT. Ah bon ? Sur les gros NFT, en effet, les gros NFT se maintiennent plutôt bien. Et notamment sur pas mal de secteurs d'activité, on pourra en reparler. Il y a même certains renforcements, donc ça reste assez actif finalement. Vous reviendrez nous en parler. Vous parliez d'art, le football est-il un art ? Pauline, en pleine Coupe du Monde de foot, ce scandale qui éclate dans l'univers crypto aussi, des investisseurs turcs qui avaient misé sur des cryptos liés à l'équipe d'Argentine, qualifiée quand même pour les demi-finales. Ces investisseurs turcs ont vu la valeur du jeton s'effondrer lorsque dans les matchs de qualification et de poule, surtout, l'Argentine a perdu contre l'Arabie Saoudite. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, au cours des derniers mois, les Turcs se sont intéressés aux crypto-monnaies comme une forme aussi d'alternative par rapport à leur monnaie nationale qui est fortement dévaluée par rapport au dollar. Et parmi les Turcs, il y a aussi beaucoup de fans de football. Et donc, ils ont trouvé un moyen de lier à la fois les cryptos et leur passion du foot en achetant notamment ce qu'on appelle des fan tokens qui sont proposés par la société Socios. C'est d'ailleurs un mix entre les NFT et les crypto-monnaies. Et en fait, Socios avait émis, dans le cadre de la Coupe du Monde, des jetons qui sont liés à des nations participantes, notamment l'Argentine et le Portugal. Aïe, aïe, aïe.
Et en fait, le cours de ces jetons avait fortement augmenté au cours des derniers mois parce que, évidemment, on savait que la Coupe du Monde allait avoir lieu à un moment précis. Sauf que, par exemple, pour le cas de l'Argentine, quand le pays a perdu, notamment le 22 novembre contre l'Arabie Saoudite, le cours du jeton a chuté et qui, du coup, se retrouve à perdre de l'argent, évidemment, c'est les investisseurs et notamment donc les investisseurs turcs qui avaient fortement misé sur ce jeton. Oui. Et ce, même si l'Argentine va pouvoir jouer les demi-finales, le match aura lieu demain soir. En revanche, le Portugal, lui, vient d'être éliminé. Alors, on imagine que pour ceux qui avaient misé sur le token Portugal, là, c'est la cata, c'est la Bérésida, en l'occurrence. Pour le Portugal, en fait, c'est un peu la même chose. Le cours de ce jeton s'est aussi effondré, même si, lors des matchs précédents, le Portugal avait aussi gagné par rapport aux autres équipes. Ce qui montre qu'il y a quand même, en tout cas, un lien, un aspect assez spéculatif dans l'achat de ces jetons avant la Coupe du Monde et ensuite, une fois qu'il y a le match ou après, les traders décident de s'en débarrasser. John Non, mais on revient un petit peu sur sur la comparaison. C'est vrai que les social tokens de Socios, là, on est complètement dans du jeu d'argent, voire du casino, pour moi, en tout cas, c'est, si vous allez là-dessus, faut dire que c'est comme du pari sportif, mais en pire. Et à contrario, justement, pour revenir sur les NFT, à contrario, les NFT foot, ceux de Sorare par exemple, pour le coup, ont une certaine. Si vous regardez un petit peu, ils n'ont jamais autant marché que pendant cette Coupe du Monde. Et en termes de valeur, on n'est pas sur le même type. Il y a de l'investissement, il y a un peu de spéculation, mais il n'y a pas ce type de variation. Ça se maintient plutôt pas mal. En tout cas, Socios a expliqué que eux, il n'y avait pas de rapport avec l'aspect spéculation et financier. Et que, évidemment, les fan tokens, c'était pour l'engagement des supporters. Bien sûr. C'est évidemment. La pure passion du football, bien sûr. Lionel Messi était l'ambassadeur de Socios. En plus, Lionel Messi. Et donc, ça a incité aussi des supporters à acheter ces jetons. Aïe. Merci beaucoup à tous les deux. Notre club BFM Crypto, chaque jour sur BFM Business. John Karp, le président de la NFT Factory. On est en plein cœur de Paris, en face de Beaubourg. Merci beaucoup, John, d'être passé nous voir. Merci Pauline Armandet. Et la newsletter chaque lundi, soir, 18h, BFM Crypto. Dans dans une heure. Voilà, 1 heure et 1 minute. Vous pouvez vous abonner gratuitement, bien sûr, toujours à cette newsletter. Merci Pauline.